Le 24 mars 1976, un coup d'État parfaitement organisé met fin à une démocratie argentine en plein marasme politique et économique. Les premiers communiqués des forces armées annoncent que le général Videla, à la tête d'une junte militaire, prend en main le destin du pays afin de combattre le terrorisme marxiste-léniniste et instaurer à terme une véritable démocratie. Nous pensions que c'était un coup d'État de plus en Argentine. Mais jamais nous n'aurions imaginé que ce serait un tel génocide. Le jour du coup d'État, tout bascule. Suivent 8 années de dictature, 30 000 disparus, des centaines de milliers d'exilés. Du cadre politique à l'ouvrier en passant par les étudiants, personne n'échappe à la répression, pas même les enfants. Ils avaient enlevé ma fille qui était enceinte de 8 mois et j'étais très pressée de la retrouver parce qu'elle devait aller en clinique pour donner naissance à son bébé. L'État a pris nos petits-enfants, un État illégitime, assassin, mais l'État quand même. Retrouver chacun de nos petits-fils, ça relève du miracle. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Nous ne savons pas où ils sont, à qui ils ressemblent, comment ils vivent. Qui leur a donné un faux nom? Quand j'ai su que je pouvais être une fille de disparue, j'ai dit non. J'ai dit que je me couperais les veines si j'avais du sang de subversif. Surtout pas ça. Pour la première fois, je me suis senti libre. Pour la première fois, j'ai vu la personne que j'avais en face, que je croyais être mon père. Mais en réalité, il était mon ravisseur et mon geôlier. Après leur naissance, 500 bébés ont été arrachés des bras de leur mère par des tortionnaires qui se sont appropriés ces enfants comme un butin de guerre. Quant aux mères, elles ont été assassinées ou sont portées disparues. Défiant un État militaire puissant, quelques grands-mères se regroupent, se lancent dans un combat solitaire et risqué pour retrouver leurs petits-enfants, les 500 bébés volés de la dictature. 35 ans plus tard, cette histoire est loin d'être finie. Le vol d'enfants en Argentine n'est pas un délit majeur. La peine maximale que nous avons réussi à obtenir pour chacun de ces voleurs d'enfants a été 7 à 8 ans, rien de plus. Aujourd'hui, ils vont être jugés pour ces faits et d'autres crimes. Maintenant, ils vont tomber. Ils devront payer avec plus d'années de prison pour leurs actes. Et certainement, grâce à ce procès, la vérité va éclater au grand jour. Le 28 février 2011, au 6e tribunal pénal de Buenos Aires, s'est ouvert un procès inédit et exceptionnel. Deux anciens présidents de la République, assis sur le banc des accusés, et 9 autres dignitaires du régime de l'époque sont inculpés pour vol de bébés, plan systématique d'État et crimes contre l'humanité. Nous allons procéder à la lecture de l'acte d'accusation pour les faits pour lesquels vous êtes inculpés.
On juge le cas de 35 femmes enceintes, tuées ou portées disparues. Leurs bébés volés par les tortionnaires sont des preuves suffisantes qui démontrent qu'il y a bien eu un plan systématique d'État. Mais si ces figures emblématiques de la dictature militaire se retrouvent devant ce tribunal, c'est aussi grâce à la persévérance et au combat pour la vérité d'une poignée de femmes, bien décidées à retrouver leurs enfants et petits-enfants. Des vieilles terroristes, comme les appelaient les militaires, connus dans le monde entier, comme les grands-mères de la place de Mai. Bien, madame, nous vous écoutons. Ce procès, je l'attends depuis de nombreuses années. 14, 18, 20 ans. En fait, je pourrais dire depuis 34 ans. J'étais professeur d'art plastique et d'histoire de l'art. Ce jour-là, j'ai terminé les cours à midi et j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi au plus vite parce que ma belle-fille Diana devait me déposer ma petite-fille Clara Anaï pour qu'elle passe l'après-midi avec moi. Je me suis mise à tricoter. J'attendais, mais elle n'arrivait pas. Et Diana n'arrivait pas. Je commençais à être de plus en plus angoissée. Une demi-heure a passé, 1 heure, j'avais arrêté de tricoter. Je pensais qu'il avait pu arriver quelque chose à Diana et la petite, parce que du côté d'où elle venait, on entendait des explosions très violentes, des tirs. Mais jamais je n'aurais pu imaginer que cela se passait chez mon fils. Des centaines de militaires, de policiers, chars d'assaut et hélicoptères attaquent une imprimerie clandestine où se trouvent 5 adultes considérés comme subversifs et un bébé. Semer la terreur était devenu une politique d'État. C'est ici qu'ils ont tué ma belle-fille Diana, dans le dos. Au début, j'ai cru qu'ils les avaient tous tués, tous les 3. Après, j'ai su que non, car mon fils m'a appelé pour me dire qu'il était à Buenos Aires. Mais je continuais à croire que ma petite fille avait été tuée à cause de la violence de cette attaque. Maintenant, je suis absolument sûre que les forces de police l'ont trouvée dans la baignoire, là où Diana l'avait cachée pour qu'ils ne la tuent pas. Cela fait 1 mois à peine que je l'ai appris par un homme, un jeune policier à l'époque. Il me confirmait que c'était lui-même qui avait sorti la petite de la baignoire. Nous avons promis à la nation de combattre la subversion jusqu'à son anéantissement total. Et nous avons dit que nous étions tout proches de caresser la victoire finale. Le plus grave concernant cette affirmation à propos de l'existence d'un plan systématique d'État concernant le vol de mineurs, c'est d'avoir imputé à l'armée, de façon indirecte, mensongère et perverse, la paternité de ce plan, avec un objectif éminemment politique. Et mon désir, Madame la Présidente, à ce moment, c'est de revendiquer l'intégrité de l'armée argentine, institution symbole de la République, dont j'ai eu l'honneur d'être son commandant en chef face à cette offense irrationnelle et gratuite.
Nous n'avons pas eu le temps de comprendre ce qui était en train de se passer. Tout a été très rapide, rapide, rapide. Ils nous ont poussés violemment dans la pièce. Ils l'ont pris. Ils étaient 5 ou 6. Ils ont demandé qui c'était celle-là et il leur a dit que c'était sa femme. Et donc, celui qui nous surveillait est sorti et il est revenu et il lui a dit « Viens toi ». Elle s'est retournée vers nous avant de sortir. Elle nous a tous regardés et elle est partie. Et on ne l'a jamais revue. Ils m'ont séquestré. Ils m'ont jeté dans une voiture. Ils m'ont cagoulé, attaché. Et ils m'ont amené dans un lieu où ils m'ont torturé. Ils m'ont gardé à l'isolement pendant à peu près 10 mois et demi. Quand ces gens de l'armée de l'air m'ont dit qu'ils m'amenaient dans un autre lieu, un centre de récupération, je n'avais aucune idée qu'il s'agissait de l'école de mécanique de la marine. Quand je suis arrivée à la ESMA, j'avais les pieds et les mains menottés, avec un bandeau, et cagoulée dans le coffre d'une voiture. En plein quartier résidentiel de Buenos Aires, un véritable camp de la mort. La grande école technique de la marine argentine, la ESMA, est devenue le plus important des 600 centres clandestins de détention, de torture et d'extermination de la dictature argentine. Des 5000 détenus à la ESMA, à peine 200 ont survécu. On m'amène au sous-sol de la ESMA et à ce moment-là, quelqu'un me dit que je n'ai plus de nom et qu'à partir de maintenant, je suis le numéro 3, 2, 4. Et c'est là qu'ils m'ont mis des chaînes et des menottes. La torture, ce n'est pas seulement la gégène, ou les coups de poing, ou te plonger la tête dans l'eau, ou de t'exploser contre un mur. Parce qu'ici, ils étaient propriétaires d'objets, c'est-à-dire nous. Mais nous étions des êtres humains. Et pour eux, nous étions leur propriété privée. Comme du bétail, plus d'une centaine de prisonniers, cagoulés, menottés et enchaînés, 24 heures sur 24, sont enfermés dans les combles du bâtiment. On m'avait jeté par terre dans un box. Et un jour, je demande à aller aux toilettes parce qu'il fallait le demander. Et quand je me lève, je soulève un peu la cagoule pour que je puisse voir et que je ne tombe pas. Ça, ils nous le permettaient. Et je vois, à ma grande surprise, que dans le couloir qui mène aux toilettes, il y a une jeune femme avec un bébé dans les bras. Elle avait les seins gonflés, le ventre gonflé, comme une femme qui vient juste d'accoucher. La première chose que j'ai demandé était « Que font des femmes enceintes ici, dans cet endroit ?» Et elles m'ont dit qu'il y avait une sorte de maternité, que des femmes venaient d'autres camps de détention, d'autres camps clandestins, pour accoucher à la ESMA. On l'attendait. On l'attendait tous les jours. On va attendre 2 jours de plus, au cas où. Mais ça servait à rien. C'était inutile. Le raconter, c'est une chose, mais le vivre, c'est une autre.
Je me souviens, j'avais un magasin et quand je l'ouvrais, je regardais. Je regardais dans la direction par laquelle elle arrivait tous les matins. Pendant ce temps, les militaires diffusent des images sur la douceur de vivre, dans une Argentine pacifiée, vantant les mérites d'une économie ultralibérale qui démantèle sa propre industrie au profit des multinationales étrangères. J'ai commencé à la rechercher, seule de mon côté, là où mon intuition me disait qu'il y avait une raison d'aller. Par exemple, le premier endroit où je suis allée, c'était la cathédrale de La Plata, pour essayer de parler avec Monseigneur Plaça, qui était l'évêque. Il ne m'a pas reçu. C'est son auxiliaire qui m'a reçu. Et sans se lever de sa chaise, sans me proposer de m'asseoir, il m'a dit « Laissez cette fille là où elle est très bien là où elle va très bien, vous pouvez être tranquille, elle est dans de bonnes mains. » Et comme j'insistais, je criais, je pleurais, il m'a montré la porte. Et il a croisé sa soutane et il m'a dit « Dehors, priez ». Une année a passé et quelqu'un me dit qu'il y avait 2 femmes qui recherchaient des enfants qui avaient aussi été séquestrés par les militaires. J'ai demandé l'adresse de l'une des 2 et j'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire, Alicia Subasnar de la Cuadra. Je suis allée chez elle, nous avons parlé pendant toute une journée. Elle m'a raconté ce que j'ignorais, qu'il y avait d'autres femmes qui avaient leurs filles, elles aussi enceintes, qu'elle en avait rencontré d'autres qui se réunissaient sur la place de Mai. Et ça, je ne le savais pas. Le 21 novembre 1977, je suis allée pour la première fois retrouver ses mères et ses grands-mères sur la place Saint-Martin. Et c'est là que nous nous sommes réunis, les 12 premières grands-mères. Nous venions d'horizons différents. Nous nous sommes réunis sous un arbre fleuri, face au cercle militaire. Nous étions tellement naïfs de nous réunir face au cercle militaire. Et c'est là que nous avons décidé de nous rencontrer régulièrement, en secret évidemment et en faisant très attention. Moi, j'étais directrice d'école, l'une était professeure, l'autre était femme au foyer, une autre était fonctionnaire. Nous étions 2 formations différentes avec des projets de vie différents. Nous ne savions pas que ce que nous allions entreprendre, c'était pour toute la vie. C'était un choix, nous l'avons décidé, mais on ne l'avait pas pensé il y a 30 ans. Nous nous réunissions pour imaginer des stratégies, des idées, partager nos douleurs, nos larmes, nos peines, des nouvelles. Par exemple, il y avait des grand-mères qui savaient cuisiner, alors elles cuisinaient pour le groupe. D'autres grand-mères savaient écrire à la machine, elles tapaient des lettres. D'autres savaient s'exprimer en public, dire des choses, chacune faisait ce qu'elle savait faire de mieux. Et c'est comme ça que nous nous sommes organisés. Au tout début, on se réunissait dans les salons de thé. On faisait croire qu'on célébrait un anniversaire, par exemple. Même le serveur ne devait pas savoir qui nous étions. On se passait des papiers sous la table, des papiers pour les informations que nous avions trouvées, sur ce qu'on faisait chacune de notre côté, sur ce que nous organisions.
Après la disparition de Monica et Claudio, mon gendre, avec leur fille Paola, je commence à les rechercher. Et je rencontre un jour 5 femmes dans un tribunal de mineurs de la ville de La Plata. Elles me proposent de les rejoindre, me racontent qu'elles recherchent aussi leurs petits-enfants. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule dans cette situation. Nous avons créé un dossier. Il est historique, ce dossier. Qui les a enlevés, qui les recherche, l'adresse de celui qui recherche, son numéro de téléphone. On y a tout mis. Et maintenant, on sait que ça a été utilisé par les services secrets pour nous persécuter. Mais si on donne toutes les informations sur notre maison, sur nos enfants, nous prenons le risque qu'ils l'utilisent. Mais si nous ne le faisions pas, à quoi servions-nous ? C'est avec ce premier dossier d'enfants disparus qu'elles entreprennent une traque qui dure encore. Personal de la Escuela de Mecánica de la Armada. Buenos días. Buenos días. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre el materialismo dialéctico y el humanismo idealista. Es verdad, pero no toda la verdad, que esta es una guerra entre los idólatras de los más diversos tipos de totalitarismos y los que creemos en las democracias pluralistas. Lo cierto, lo absolutamente cierto, es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. Dans le centre clandestin de détention, à une centaine de mètres de la place d'Armes, où l'amiral Massera prononce son discours, se livre un autre combat. C'est là qu'était ma mère, dans cette pièce. Ma mère, on la traitait comme un objet parce qu'elle venait d'un autre camp. On l'a amenée ici pour qu'elle me mette au monde. Ils l'ont remise ici après l'accouchement. Ce que j'ai dû comprendre pour le peu de temps que je suis resté avec elle. J'ai dû rester avec elle 2, 3 ou 4 jours maximum. Patricia Roy-Simblitz est arrivée à la ESMA bien après moi. Je la connaissais car on militait ensemble. Elle était la femme de celui qu'on surnommait Mathias, José Manuel Pérez Rojo, qui était mon responsable. Du coup, avec elle, j'avais déjà fait des sorties, assisté à des réunions politiques, des pique-niques. Et les journées se passaient donc comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, ils me disent qu'elle allait accoucher. Et ils m'ont emmenée dans les sous-sols. La porte de l'infirmerie s'ouvre. Ils sont en train de sortir le bébé, qui avait encore le cordon ombilical. Ils le posent sur la poitrine et coupent le cordon. Elle est restée avec le bébé sur sa poitrine. Elle l'embrassait. Nous parlions. Elle m'a dit qu'elle voulait l'appeler Rodolfo. Elle voulait l'appeler Rodolfo. Après, on s'est dit au revoir. Et je ne l'ai plus jamais revue. Pour la dictature, organiser le mondial de football de 1978 est l'occasion rêvée de montrer au monde entier un pays fier et uni autour de sa passion nationale, le football. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo
y para todos los hombres del mundo. Comienza el partido final de la Copa del Mundo del 78 en la República Argentina. Ya vamos, Argentina. Vamos, Tarantini. Seulement quelques centaines de mètres séparent le stade où se joue la finale de la Coupe du Monde et le camp de la mort. Les cris des prisonniers torturés se confondent aux cris de joie de la victoire argentine en ce mois de juin 1978. C'était surréaliste d'entendre et de voir depuis les fenêtres du camp de détention une foule déchaînée, émue jusqu'aux larmes, qui fêtait la victoire de l'équipe d'Argentine. À ce moment-là, nous avons eu le sentiment que la dictature allait durer 40 années de plus et que jamais personne ne pourrait croire que ce que nous avions vécu était réel. Un jour, après une séance de torture, le préfet Febres m'a demandé « Que sais-tu sur les accouchements ?» Je lui ai dit « Mais moi, je ne sais rien. La seule chose que je sais, c'est que j'ai eu 2 enfants. » Alors il m'a dit « Viens, je vais te montrer qu'ici, on s'occupe bien des gens. » J'ai participé à l'accouchement de Anna. Anna a demandé qu'il nous retire les chaînes, parce que le bruit des chaînes, c'est un bruit terrible. Et ils lui ont dit non. Febres disait à nos camarades qui venaient d'accoucher qu'elle devait écrire une lettre expliquant à qui elle voulait laisser l'enfant, quel prénom elle lui donnait. Et cela, c'était quelque chose de rassurant pour elle. Parce que quand tu viens d'accoucher d'un bébé dans ces conditions, tu te demandes qui va le garder, qui va s'en occuper, où vont-ils l'amener. Je fus élevé comme un fils biologique. Je ne vais pas nier qu'à un moment de ma vie, j'ai eu des doutes si j'étais bien son fils. Je me souviens qu'une fois, je lui ai demandé à elle, « Dis-moi la vérité, as-tu déjà trompé papa ?» Et je me souviens qu'elle m'a jeté une chaussure à la figure. Mais bref, je n'ai pas eu plus de doutes que ça. Par exemple, quand il me montrait ces photos, il me racontait que je venais de naître. Imaginez, la femme disait qu'elle venait d'accoucher, mais regardez, on voit un bébé de 3 ou 4 mois. C'est l'histoire d'un mensonge. Si ces enfants grandissent dans vos familles, ils vont être éduqués dans la haine. Alors que nous allons les éduquer dans des bonnes familles. Des familles chrétiennes occidentales, respectueuses des valeurs pour lesquelles nous luttons. C'était complètement fou. D'un côté, ils te disaient ça, et de l'autre côté, ils te disaient qu'ils allaient les rendre à leur vraie famille. Où sont les enfants nés en captivité, les enfants de tous ces couples enlevés et disparus en Argentine depuis 1976? Leurs bébés, où sont-ils? Résister. Résister à tout prix, publiquement et ouvertement. La place de Mai devient le cœur et le symbole de la contestation. Nous ne voulions pas que nos maris participent à ces recherches à nos côtés, qu'ils prennent des risques, parce que nous savions que c'était beaucoup plus facile pour les militaires de s'attaquer à des hommes qu'à nous, pour des raisons purement machistes. Jamais ni les militaires ni la police n'auraient pu imaginer que nous, les femmes, étions capables de faire quelque chose de si conséquent comme ce que nous avons fait.
Ils étaient tellement persuadés que nous, les femmes, étions des êtres inférieurs, qu'il nous manquerait des forces, de l'énergie. À chaque fois, il y avait d'autres grands-mères qui nous rejoignaient. Nous étions de plus en plus nombreuses et nous avions cette préoccupation de voyager, de sortir du pays pour faire connaître notre cause à l'étranger. Nous avons eu de la chance. Partout, il y a eu beaucoup de solidarité. L'Espagne, la Belgique, la Hollande, la France. Beaucoup de pays nous ont reçus et ils nous ont même aidés financièrement. Immense tâche que celle d'expliquer au monde la dimension réelle de ce crime d'État. Alors qu'en Argentine, tout est passé sous silence. Parce que la presse en Argentine disait qu'ici, il ne se passait rien et que nous étions droits et humains. C'était l'un des slogans préférés de la dictature. Nous étions droits et humains. À propos du disparu, en tant que tel, c'est un mystère le disparu. Si cette personne apparaît, il y aura un traitement X. Et si la disparition se transforme en mort certaine, il y aura un traitement Z. Mais tant qu'il est disparu, il ne peut pas y avoir un traitement spécial. C'est un mystère, un disparu. Ce n'est pas une entité. Il n'est plus là. Il n'est ni mort, ni vivant. Il est disparu. La plupart des personnes séquestrées suivaient un circuit qui était l'enlèvement, la torture, les interrogatoires et après, le transfert. Ils nous disaient qu'ils étaient envoyés dans d'autres centres de détention, plus grands, dans le sud, des sortes de fermes. Ils étaient amenés à l'aéroport de Buenos Aires, l'aéroparc, endormis, ou plutôt à moitié endormis par des doses de somnifères qu'on leur avait injectées. On leur faisait croire qu'ils partaient pour une prison dans le sud du pays. Toutes les semaines, à la ESMA, mais aussi dans d'autres camps de la mort, on organise des transferts. Le Rio de la Plata, le grand fleuve qui se perd dans l'océan Atlantique, est alors la destination finale pour des milliers de disparus. Une fois en plein vol, on leur injectait une deuxième dose très puissante qui les endormait complètement. On les déshabillait. Et quand les commandants de l'avion donnaient l'ordre et qu'on était en pleine mer, on les jetait un par un. C'est ça la vérité. J'ai participé à 2 vols et je suis responsable d'avoir jeté 13 personnes la première fois et 17 personnes la seconde. Hanté par les vols de la mort et face à l'indifférence de ses supérieurs, Adolfo Chilingo, le repenti, brise alors le pacte de silence sur l'un des secrets le mieux gardés de la dictature, le sort des disparus. En novembre 2011, la Commission interaméricaine des droits de l'homme lève le secret et publie 150 photos prises par les autorités uruguayennes. Des corps échoués sur leurs côtes en 1976. Ce qui est vrai, c'est que toutes ces femmes enceintes sur le point d'accoucher, citées ici par la défense et le procureur, ces femmes que je respecte en tant que mère, elles étaient des militantes actives de la machine terroriste auquel je fais référence. Et beaucoup d'entre elles ont utilisé ces enfants encore à l'état d'embryon
comme des boucliers humains au moment où elles agissaient comme combattantes. Dans mon cas, j'étais comme un trophée de guerre. C'était à chaque fois pareil. Je l'attendais comme n'importe quel enfant qui attend que son père rentre du travail, et c'était instantané. Il rentrait pour s'en prendre à moi. Il me cognait. Et c'était tous les jours la même chose. J'ai toujours grandi dans cette violence, et je croyais que c'était normal, parce que cette violence venait de ces gens qui disaient qu'ils m'aimaient. Mon père était colonel de l'armée. Pour moi, c'était mon père et je l'aimais beaucoup. Dans mes souvenirs d'enfance les plus anciens, j'adorais aller à la base militaire parce qu'il y avait un gymnase. Je me rappelle que Germaine nous réveillait à 6 heures du matin avec le sifflet. On était à El Campito, la résidence des officiers. Et il nous faisait faire tout un entraînement style militaire, courir, ramper. Ça nous amusait beaucoup. Le Campito, désigné ironiquement l'autre grand camp de la mort, fonctionnait au cœur de cette base militaire, la plus grande du pays. Entièrement rasé pendant la dictature pour effacer toute trace de son existence, celui est resté intimement lié à l'hôpital militaire tout proche. Ici, on faisait accoucher les prisonnières enceintes du Campito. L'hôpital était l'autre grande maternité de la dictature, avec la ESMA. Nous avions la certitude que jamais il ne nous dirait où étaient ces deux êtres chéris, enfants et petits-enfants. D'où la nécessité de les identifier. Comment pouvions-nous aller dans des orphelinats avec cette illusion de regarder des bébés, de dire « c'est peut-être lui », de demander quand a-t-il été déposé, il ressemble à qui, parce que parfois les enfants ne ressemblent à personne. À partir de là, nous nous sommes demandé comment nous allions faire pour les identifier, parce que nous ne les avions jamais vus. Et aujourd'hui encore, certaines grand-mères ne savent même pas si c'était une fille ou un garçon, cet enfant né on ne sait où. Et bon, pendant qu'on se demandait comment faire, Chicha trouve la veille d'un voyage un article tout petit qui expliquait qu'un papa qui niait sa paternité avait été soumis à un prélèvement de sang, qu'ils l'ont comparé avec le sang du fils présumé et que c'était bien lui le père. Et surgit alors ce mot magique, le sang. Alors nous nous sommes accrochés à cette idée. Notre sang servira-t-il pour être comparé avec celui de nos probables petits-enfants? Certainement. Alors on est parti chercher à travers le monde. Le sang en tête, comme une obsession. Les grands-mères parcourent le monde, avec pour simple bagage une question. Si je retrouve mon petit-fils, comment je peux prouver qu'il est le mien, en l'absence de ses parents disparus? Nous cherchions à l'aveugle, il n'y avait rien, on ne savait rien, on nous mentait, on nous envoyait des faux messages, mais nous on continuait à chercher du côté de ces tests sanguins jusqu'à ce jour où nous sommes arrivés à la banque du sang de New York. Persévérante, elle s'envole pour New York. Le médecin généticien argentin, Victor Penchazader, exilé de la dictature, travaille à l'hôpital Mont Sinaï et connaît bien leur histoire. Il fait jouer son réseau et les introduit auprès du professeur Fred Allen. Fred Allen n'était pas un généticien. C'était l'un des grands spécialistes du sang.
Il a même découvert un groupe sanguin. À cette question spécifique, tant sur le plan scientifique que technique, il a dit qu'il suffisait de se mettre au travail. Il a été très aimable. Il faisait des calculs tout en nous écoutant. Et il nous a dit, si vous pouvez attendre un peu, je peux vous donner une réponse. Nous sommes allés boire un café et quand il nous a appelés, il nous a dit que oui, c'était possible, que le test était envisageable. La piste du sang devient l'espoir. Un espoir tant attendu, car après 6 années de traque et de luttes incessantes, elles ont réussi à retrouver seulement 4 petits-enfants disparus. Enfants abandonnés après l'enlèvement de leurs parents et adoptés plus tard par des familles de bonne foi. Retrouver un enfant, c'était aussi la certitude que leurs parents ne reviendraient jamais. Et ça, toutes les grand-mères, nous l'avons ressenti. Nous avons mis du temps avant de nous en rendre compte. C'était en même temps un coup dur et une énorme joie. Les rondes de la place de Mai se succèdent inlassablement, jeudi après jeudi. À la fin de son mandat officiel en 1981, Videla laisse le pouvoir au commandant en chef de l'armée, le général Roberto Viola. Videla laisse derrière lui un pays plongé dans la terreur, en plein marasme économique, avec des forces armées qui se livrent à une violente lutte intestine pour le pouvoir. 7 mois plus tard, commence la valse des généraux. Le général Galtieri remplace du jour au lendemain le président Viola. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. 1 million de personnes acclament sur la place de Mai un général Galtieri exalté, qui vient de reprendre les îles Malouines aux Anglais, jouant ainsi son va-tout et celui de la dictature dans un ultime coup de poker qui a mal tourné. À son tour, il est remplacé par un autre général. Le pouvoir militaire se fissure de toutes parts et le chaos économique accentue la débâcle. Une porte s'ouvre vers la société civile. Pour la première fois, les grands-mères peuvent afficher et publier au grand jour des photos des enfants disparus. Un vrai tournant dans leur traque, avec des résultats immédiats. Un jour, quelqu'un appelle pour dire que l'une des petites filles que nous recherchons vit dans la rue Fraga. Il nous a donné le numéro, l'adresse et le nom. J'allais tous les jours de chez moi jusqu'au quartier de Paola. J'allais y faire mes courses quotidiennes, du pain, des légumes. J'essayais de me fondre dans la vie du quartier pour pouvoir revenir et apercevoir Paola. Et aussi pour pouvoir réunir des pièces et déposer plainte. Notre avocate m'avait donné une liste d'informations à trouver. Alors voilà, c'est comme ça que je m'y suis prise. J'allais tous les jours là-bas pour faire mes courses. Je venais seule jusqu'à ce qu'un jour, je vois la petite devant chez elle. Elle criait « Maman !» La femme était devant la porte. Dans un bus, ses camarades criaient « Paola, Paola, Paola !» Et je me suis dit
Je ne peux pas expliquer la sensation, la douleur, l'angoisse, la colère, tout ce que j'ai ressenti en l'entendant dire « maman », courir et se jeter dans les bras de cette femme. Dès lors, il fallait savoir quels étaient ses horaires d'école, à quelle heure elle commençait, à quelle heure elle sortait, comment elle y allait, dans quelle école. Ça a été 1 année et demie très intense. Ça a été beaucoup de travail pour pouvoir la récupérer. Les grands-mères croient de plus en plus dans la science génétique, qui est encore à ses balbutiements. Elles réussissent à entraîner dans cette voie de recherche inédite Mary Claire King, l'une des généticiennes les plus importantes des États-Unis, ainsi que l'Association américaine pour le progrès de la science. Même si ces enfants ont grandi, même s'ils sont nés en captivité ou ont été kidnappés, elles peuvent les retrouver. On peut faire le profil génétique des grands-mères avec un prélèvement et le comparer avec celui des petits-enfants. Et cela même si nous ne savons pas où ils sont, comment ils s'appellent, ils peuvent grâce à la génétique retrouver leur identité. Et c'est la conviction de ces grands-mères. Trois ans après le début de cette quête vers l'inconnu, leur obstination et leur persévérance ont payé. Des généticiens du monde entier se réunissent pour un symposium à Washington. Et moi, un peu naïvement comme toujours, j'ai demandé si nous pouvions assister à la conférence. On me dit alors, vous êtes les invités d'honneur, c'est grâce à vous qu'on l'a baptisé l'indice de grand-parentalité. Ce test qui servira pour rechercher les petits-enfants. Dans ce symposium, on annonce officiellement comme une réalité qu'on peut, à travers des analyses sanguines des familles maternelles et paternelles, établir un lien avec les enfants recherchés. Attention, la dictature était toujours en place. Et donc, il n'y avait aucune possibilité d'accéder à ces enfants tant que la dictature existait. En fait, elle préparait le terrain dans l'attente du retour à une démocratie. Après 8 années de dictature, qui reste comme la période la plus noire de l'histoire de l'Argentine, Raúl Alfonsín est élu démocratiquement en cette fin 1983. L'Argentine souffle enfin. Je crois bien que c'était la première fois de ma vie que je suis allée crier, applaudir et sortir dans la rue en me disant « Dieu merci, nous sommes à nouveau en démocratie ». Et donc nous avons pensé que les choses allaient fondamentalement changer. Une fois que nous connaissons le nom de l'enfant, nous y allons et nous déposons une plainte. Dès le premier jour de la démocratie, c'était le 13 décembre 1983. À 7 heures du matin, nous étions au tribunal, mais c'est seulement à 13 heures que nous avons l'accord du juge qui autorise la police à faire une perquisition au domicile où se trouvait la petite. Une fois au domicile, on répond aux policiers qu'il y avait une erreur, que la petite était leur enfant. Ils montrent tous les papiers qui prouvent que c'était bien leur fille. Il y a eu un rapport qui a été transmis au juge. Nous devions prouver que Paola était bien Paola, pas celle qu'il disait. Il disait que c'était leur fille. Alors nous avons demandé de faire le test sanguin. Les centres hospitaliers capables de faire des tests génétiques dépendent alors des forces armées. Seul le département d'immunologie de l'hôpital public Durand offre aux grand-mères une technologie avancée qui n'est pas sous l'emprise des militaires.
Le jour où la petite doit faire les analyses, c'est le jour même où arrivait Marie-Claire King à Buenos Aires. Elle est sortie de l'avion et elle est allée directement à l'hôpital Durand pour superviser le test. Paula Logares, qui s'appelle encore Paula Lavalienne, est la première des petits-enfants recherchés par les grands-mères à être soumis à un test génétique pour prouver son identité. On nous appelle et on nous dit « Paola et Paola ». Vous pouvez imaginer la joie. C'est elle. Elle est bien celle que nous croyons qu'elle était. Fêtons-le au champagne. Et ainsi, nous avons fêté que Paula Eva Logares était bien l'enfant que nous recherchions. Au-delà d'être la première, c'était le fait de pouvoir l'identifier, d'identifier un de nos enfants. Nous nous rendions compte que tout ce que nous avions fait n'était pas inutile. Ça nous a donné beaucoup de force pour continuer la lutte, pour ne pas baisser les bras. C'est cela que nous avons ressenti ce jour-là. Il faut une année de démêlés avec la justice avant que le tribunal accepte finalement que le dossier défendu par les grands-mères de la place de Mai, avec la validation du test sanguin comme preuve, établisse que Paula est la petite fille d'Elsa Pavone. Quand on est arrivé au tribunal, ils m'ont séparé des gens avec qui j'étais venue et ils m'ont dit « Il y a une dame qui te cherche, elle dit qu'elle est ta grand-mère, que les gens avec qui tu vis ne sont pas tes parents. Maintenant, on va te la présenter. » Et elle est entrée dans la salle, elle avait des photos. Je l'ai rejetée d'abord, je lui ai dit que je ne l'aimais pas. Elle me dit « Tu n'es personne. La seule chose que tu veux, c'est nous pourrir la vie, détruire notre foyer. » Ces mots ne sont pas ceux d'une fillette. Alors le juge lui a dit « Ça suffit, donne-moi la main. Nous allons à la maison de la maman de ta maman. Arrête de crier. » À aucun moment, les Lavalienne ne m'ont manqué. Ni elle, ni lui, ils ne m'ont pas manqué. Je n'ai plus jamais voulu les revoir. La première chose qu'elle m'a demandé, c'était des photos d'elle, bébé. Parce que c'était quelque chose qui l'avait marquée profondément. Elle n'avait jamais vu de photos d'elle, bébé. Il y a un avant et un après Paula. La génétique devient alors l'arme absolue des grands-mères pour prouver l'identité des enfants retrouvés et poursuivre leur traque. Nous avons demandé un rendez-vous avec le président de la République. Nous demandons, nous sollicitons, nous exigeons la création d'une banque nationale de données génétiques pour légaliser notre recherche, que ce ne soit plus traité comme des cas particuliers. Et il a présenté un projet de loi au Congrès de la Nation, et c'est là qu'a été créée la Banque nationale de données génétiques. On l'appelle en Argentine la BNDG, première banque génétique au monde, où le sang des grands-mères et celui de leurs proches deviennent l'outil juridique pour prouver la filiation des enfants. Désormais, identité et sang sont intimement liés, et c'est une loi qui légitime la recherche des 500 enfants disparus. La Commission nationale sur la disparition des personnes, la CONADEP, créée par Alfonsine, révèle l'ampleur et l'horreur des crimes commis par les militaires. L'Argentine découvre avec effroi les noms de ces milliers de disparus. Mais où sont-ils? Dans tout le pays, on trouve peu à peu des fosses communes,
et des charniers. Il y a une expression que j'ai utilisée pour la première fois en Argentine. C'est difficile de discuter quand on trouve un crâne perforé d'une balle tirée par derrière. Fin 1984. Les grands-mères de la place de Mai invitent le docteur Clyde Snow, Mary Claire King et d'autres scientifiques pour conseiller la CONADEP et des organismes qui travaillent sur l'identification des corps de disparus. De leur côté, les grands-mères cherchent à trouver les corps de leurs filles et leurs fils disparus. Le professeur Clyde Snow, l'un des plus célèbres anthropologues légistes, connu pour avoir autopsié le corps du président Kennedy, s'implique dans la recherche des disparus. Il constitue autour de lui un groupe d'étudiants en archéologie qui permet, à travers l'étude des ossements, de découvrir l'identité d'un disparu et la cause de sa mort. Le petit groupe devient l'équipe argentine d'anthropologie légiste, le HAF, la première au monde à utiliser cette discipline au service des droits de l'homme. Le sous-sol de l'EHAF contient une bonne partie de la mémoire occulte de la dictature. Dans ces caisses, des centaines de corps en attente d'identification. Contre toute attente, en s'appuyant sur l'enquête de la CONADEP, le président Raúl Alfonsín décide de renvoyer devant un tribunal spécial tous les membres des juntes militaires avec le général Videla et l'amiral Massera en tête. Le procès se déroule à huis clos, entre victimes et bourreaux. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Quand le docteur Snow présente les exhumations qui avaient été faites dans la ville de Mar del Plata en 1985, c'est à ce moment qu'il parle de l'exhumation de ma fille. Il a montré une photo et il a démontré qu'elle avait accouché de façon naturelle et qu'on l'avait assassinée. C'était la première fois que le tribunal a vu le crâne. Et le visage du disparu. Cela a provoqué un énorme impact. On the other hand, we did see in the pelvis bones a groove known as the preauricular sulcus, in which indicates that the individual has given birth to a term or near-term infant. Il a fini en disant que cette jolie fille de 21 ans avait accouché dans l'école de mécanique de la marine. Il a tout certifié et démontré. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Massera a la pena de prisión perpetua. Quand il y a eu le procès aux juntes militaires, les tortionnaires ont été jugés pour vol, pour viol, pour torture, pour assassinat. Ils ne furent pas jugés pour le vol d'enfants. Au début, nous nous sommes sentis offensés. Mais comment? Et nos enfants alors? Quelques mois après le procès des juntes militaires, une unité d'élite de la plus grande base militaire du pays, Camp de Mai, se soulève. Le pays retient son souffle. La peur d'un coup d'État plane à nouveau. Le président Alfonsín en personne se rend chez les mutins. Les militaires cherchent avant tout à négocier leur immunité pénale pour des actes commis pendant la dictature. Au nom d'une paix retrouvée, Alfonsín cède
et fait voter les lois dites d'obéissance due et de point final. Lois qui mettent à l'abri de poursuites judiciaires tout militaire non condamné précédemment. Malgré tout, on continuait à avancer de notre côté. Une chose était les lois et une autre était la recherche de nos petits-enfants. Le temps nous pressait et il nous presse, car nous sommes des personnes âgées. En 2 ans de démocratie, les grands-mères ont trouvé 4 fois plus d'enfants que dans les 8 années précédentes. Leur traque porte ses fruits, les enquêtes progressent. Et pour la première fois, le bureau de l'association des grands-mères de la place de Mai se remplit de petites voix et de sourires de ses petits-enfants. Je dois la retrouver. Je ne peux pas mourir sans l'avoir retrouvée. Et parfois, le matin, je n'ai pas la force de me lever et je me dis, alors, qui va la rechercher? Je vais vivre le plus longtemps possible pour la retrouver. Ciccia Mariani quitte les grands-mères de la place de Mai en 1989 pour créer l'association Clara Anaï et se consacrer entièrement à la recherche de sa petite-fille. Elsa Pavone la suit. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín. En 1990, le nouveau président élu, Carlos Menem, fait voter par le Parlement une amnistie générale qui laisse tous les militaires en liberté. Videla va à la messe le dimanche en toute tranquillité. Macera écume les plateaux de télévision. Et Jorge Astis, surnommé l'ange de la mort de la ESMA, fait les couvertures des magazines en vacances. Les grands-mères détiennent pourtant la clé qui peut casser cette impunité. Les crimes qui touchent aux enfants sont imprescriptibles. Elles réussissent à atteindre le général Videla. Il est emprisonné pour sa responsabilité dans l'affaire de 5 enfants volés durant la dictature. Il reste seulement 38 jours derrière les barreaux, puis est assigné à résidence au bénéfice de son âge. Il y avait une partie de la société argentine qui nous soutenait, qui nous aidait, qui nous faisait parvenir des dénonciations. Et je ne l'oublierai jamais car c'est grâce à une de ces dénonciations que j'ai pu retrouver mon petit-fils. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Un jour, on a eu un appel téléphonique. Ma petite fille, celle qui avait 15 mois quand on a kidnappé ses parents, elle travaillait chez les grands-mères de la place de Mai. Et elle a pris l'appel. Et on lui a donné toutes les informations. Un garçon né en novembre 1978, qui travaillait à tel endroit, qui s'appelait ainsi. Et toutes ces informations indiquaient qu'il s'agissait bien de notre cas particulier. À ce moment-là, j'étais le fils unique de parents séparés. J'avais une relation horrible avec lui. Et soudainement, une fille est arrivée à mon travail. Elle me demande si elle peut me parler. Je lui dis que non, je suis en plein travail. Elle me demande si elle peut s'asseoir et m'écrire une lettre. Elle me demande ensuite un sac. Et dans le sac, elle met le livre et la lettre. Le livre des grands-mères qui contient tous les cas. La lettre se présentait ainsi. Je m'appelle Mariana Eva Pérez. J'ai tel âge. Je suis né tel jour. Mes parents s'appellent comme ça. Ils sont des disparus. Je recherche mon frère. Ça pourrait être toi. J'ai ouvert le livre et il y avait une photo de ma maman et de mon papa. Au moment où je vois leur photo en noir et blanc, sa photo à lui, je n'ai pas eu besoin d'un test ADN pour me rendre compte que ce que me racontait ma sœur au moment où elle me retrouve était totalement vrai. Je suis une copie couleur de ce qu'était mon père. Pour lui, ça a été une surprise.
Mais je crois surtout que ma petite fille a été très convaincante, parce que le jour même, dans l'après-midi, ce jeune homme est venu chez les grands-mères de la place de Mai, il a tendu son bras et a demandé qu'on lui prenne du sang. Il voulait savoir si cette fille était sa sœur. Le 2 juin, le résultat est tombé. 99,999% d'exactitude. Après avoir vu la photo de mon père, il n'y avait pas d'autre possibilité pour le résultat du test ADN. Je me suis retrouvée avec un petit-fils de 1,80 m qui s'approchait de moi au moment des retrouvailles. Et moi, toute petite, en le regardant, je lui dis « Je suis ta grand-mère ». Il me dit « Eh oui, je sais, Baba ». Une fois au tribunal, j'apprends que je ne suis pas leur fille. Le juge Charvet me montre le dossier et il me dit que c'est prouvé que je n'étais pas la fille biologique du couple Tetzlaff et Duartes, à 99,99%. Moi j'ai répondu que je gardais le 0,01% parce que j'étais leur fille. J'ai jeté le dossier et je leur ai dit que tout était un mensonge et qu'ils étaient des subversifs. Je vais voir Germán, il était menotté. Et je lui dis « Bon papa, on va demander une contre-expertise ». Il me regarde et il me dit « Non ma petite, non ». Alors à ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas leur fille. Et il me raconte. Il me raconte comment s'est passée l'attaque. Et que vous dit-il? Qu'il est rentré dans la maison et que c'est lui qui tue mes parents. Voulez-vous faire une pause? Il reconnaît avoir tué mes parents, mais il ne m'a jamais demandé pardon pour ce qu'il a fait. Il me disait qu'on m'avait sauvé la vie, que c'était un acte d'amour. Et qui plus est, moi-même, je lui disais, c'est un acte d'amour d'élever l'enfant de ceux qui auraient pu te tuer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne voulais pas connaître ma famille. Mais le tribunal m'y a obligée. Je me suis immunisée pour ne pas les aimer. Je sentais qu'ils étaient les ennemis, qu'ils étaient de l'autre côté. Mais ce jour-là, quand je les ai vus, que j'ai parlé avec eux, il y a eu un changement. Ce n'est pas que tout a changé. D'abord, j'ai commencé par les accepter. En tout cas, je ne les ai pas détestés. Ce jour-là, je suis partie sans les haïr. Et avec même un peu de sympathie. Avant que les résultats des tests tombent, je parlais avec elle. On se voyait. Je suis allé à la fête d'anniversaire de ma sœur biologique, par exemple. Les choses ont changé quand la justice a convoqué les faux parents, les a jugés et les a condamnés. Cela n'a pas plu à mon petit-fils. Le problème est que lorsque ça se transforme en une affaire judiciaire, avec les va-et-vient de la justice, et que l'on arrête Dora, ma fausse mère, à ce moment-là, je refuse complètement de voir et de partager une relation avec ma famille biologique. Un jour, il est venu me dire « Je ne veux pas te voir même morte !» Et moi, je continuais à l'appeler jusqu'à ce qu'un jour, je lui dise « Enfin, dis-moi une chose, Guillermo. Cette femme que tu appelles maman, c'est ma fille. » Et je crois que ça a été le déclic, que cela fait changer d'avis, et qu'il a commencé à lâcher du lest, petit à petit. Et on a commencé à se revoir. J'essaie de ne pas mélanger les deux sentiments. L'un est celui vis-à-vis de ma famille, et l'autre vis-à-vis de la personne qui m'a élevé. J'essaye de ne pas mélanger ces deux sentiments. Certainement,
Tout ceci est la conséquence de ce qui s'est passé pendant la dictature. Je n'aurais jamais dû connaître Dora, ni être élevé par elle. J'aurais dû grandir avec mon papa, ma maman, ma sœur. J'aurais dû être avec mes grands-mères. J'aurais dû connaître toute ma famille. Et tout cela n'aurait jamais dû arriver. J'espère que tous ceux qui sont ici et qui ont des doutes viendront nous voir. Nous voulons embrasser nos petits-enfants. Musique pour l'identité, danse pour l'identité, tango pour l'identité, humour pour l'identité, identité, identité, identité. Toutes les idées sont bonnes pour sensibiliser des jeunes qui doutent de leur origine. Pour Estella Carlotto, c'est l'espoir de retrouver parmi ces adultes son petit-fils qu'elle cherche toujours. Il y a un homme parmi ces dames. Abel Madariaga, secrétaire de l'association. Il cherche son fils. Il rejoint l'association lorsqu'il apprend que Silvia Quintela, sa compagne séquestrée et enceinte de 2 mois, a accouché d'un garçon à l'hôpital militaire du camp de Mai. Cela n'a pas été facile de pousser la porte du bureau des grands-mères de la place de Mai. Justement, parce que par le passé, j'avais été influencé par la famille qui m'a élevé dans le but de détester ses grands-mères. La médiatisation orchestrée par les grands-mères a changé la vie de l'un des plus jeunes conseillers municipaux de la ville de Buenos Aires. En 2002, je me souviens, je regardais la télévision et j'ai vu une publicité des grands-mères qui montrait un jeune se regardant dans un miroir et qui ne se reconnaissait pas. Ça a retenu toute mon attention. Et je me suis posé beaucoup de questions. Pedro existe. Mariano ne le sait pas. Sa grand-mère le recherche encore. Si tu as des doutes sur ton identité ou si tu es fils de disparus, contacte les grands-mères de la place de Mai. Quand j'ai commencé à réfléchir sur toutes ces questions sans réponse sur mes origines, j'en ai parlé à un ami, et puis à ma sœur, qui n'est pas ma sœur biologique. Je lui ai fait le topo à propos de mes doutes. Je lui affirme que je suis fils de disparus. Si tu es un fils de disparu, moi aussi je le suis. Alors il commence à me dire, petite sœur, nous ne nous ressemblons pas tant que ça. Et il me signale des différences physiques réelles. Et dans ma tête, j'ai vu notre vie défiler à toute vitesse, image par image de nous deux, de notre plus jeune âge jusqu'à maintenant. Tout ça s'est passé en 1 seconde. Et je lui ai dit, tu as raison, nous devons aller voir les grands-mères. Quand j'avais 28 ans, mon frère m'appelle et me dit qu'il avait beaucoup de doutes quant à son appartenance à notre famille. C'est à ce moment-là que nous avons découvert que mon père n'était pas un visiteur médical, mais un officier qui avait travaillé dans les services de renseignement pendant la dictature, et que mon frère n'était pas mon frère, mais un bébé qui était né à l'école de mécanique de la marine, fils d'un couple de jeunes gens âgés de 17 et 19 ans, qui ont disparu. Reconstruire sa vraie identité après l'âge de 20 ans, c'est une tâche qu'il faut assumer. Cela entraîne des moments de désolation, d'instabilité. C'est un travail de chaque jour.
Néstor Kirchner, le nouveau président, marque aussitôt de son empreinte l'histoire de l'Argentine par un geste symbolique et sans précédent. Il se rend au collège militaire de la Nation, lieu emblématique de l'armée, et ordonne au chef d'état-major de décrocher les portraits de Videla et Bignone, qu'il considère comme des criminels. Avec ce procès, à travers le verdict que vous allez rendre, vous légitimez une décision politique adoptée avec un sentiment de revanche par ceux qui, après avoir été militairement vaincus, se retrouvent aujourd'hui à occuper les plus hauts postes de l'État. Il avait 28 ans quand nous l'avons retrouvé. Nous avons su, grâce à une dénonciation, que à tel endroit, il y avait un gamin et par la date de naissance, ça coïncidait. C'était notre petit-fils. Il était tellement confus que malheureusement, au début du procès de son kidnappeur, il avait pris son parti. Je n'ai pas seulement enlevé un bandeau de mes yeux. Il y en avait plusieurs. Le premier a été celui qui m'a permis de voir en réalité celui que j'appelais papa, qui il était vraiment. Et le deuxième a été celui qui m'a permis de voir ma famille et de les comprendre. Il reconnaissait qu'on était ses grands-parents, mais de là à nous aimer. Mais maintenant, oui. C'est mon petit-fils. La semaine où s'est terminé le procès, je ne pouvais pas aller voir mon faux père à la prison pour parler avec lui. Quand j'y suis retourné la semaine suivante, il est arrivé en criant, en me disant « C'est de ta faute si je suis là ». Il me criait « C'est de ta faute si je suis là ». Quand je l'ai eu en face de moi, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Je ne savais pas que naître était un délit. Je croyais que c'était ce que tu avais fait qui était un délit. » Un groupe de volontaires a décidé d'aller visiter les familles, les amis, les collègues de travail, enfin tous les gens qui avaient pu connaître les parents de nos petits-enfants. Alors, ils ont créé une archive avec des photos, des CD, des détails. Ils racontent des histoires et ainsi, quand arrive un de nos petits-fils, nous lui remettons ses archives, puisqu'il ne peut pas connaître personnellement ses parents. Il les découvre grâce à ce travail fait par les gens de l'archive de la mémoire. Como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Ma mère a été détenue dans ce lieu. Elle a été certainement torturée. Et je suis né ici, dans ce bâtiment. Mais ce plan sinistre de la dictature ne peut effacer l'empreinte de la mémoire qui coule dans mes veines, qui m'a permis de découvrir la vérité. Je suis mes parents. Je suis Alicia et Damien. Je leur appartiens et j'ai leur sang.
Merci Estella. Merci à toutes les grand-mères. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? 28 ans après le coup d'État, jour pour jour, Nestor Kirchner transforme l'AESMA en musée national de la mémoire. Il fait voter une loi par le Congrès qui abolit toutes les lois d'amnistie concernant les militaires de la dictature. Du jour au lendemain, des milliers de militaires qui coulent des jours tranquilles deviennent tous coupables présumés et passibles d'une peine de prison. Les droits de l'homme sont désormais au cœur d'une politique d'État. Comment toucher des millions de gens? Les grands-mères parviennent à convaincre la plus importante chaîne de TV d'Argentine d'ouvrir les portes du prime time avec la série Télévision pour l'identité. 4 films consacrés à des cas réels de restitution d'enfants. Quand j'avais 27 ans, j'étais en couple avec une fille. Et nous regardions une série télé diffusée en Argentine. Ça parlait d'histoires des petits-enfants restitués. Parmi ces histoires, il y avait celle de Juan Cabandier. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, mes émotions. Je m'identifiais à cette histoire. C'est là que j'ai décidé d'aller faire un prélèvement de sang. Il s'est rapproché des grands-mères pour retrouver son identité. Il a fait les analyses immunogénétiques. Elles ont été comparées avec la banque de données. Il n'y avait aucune correspondance avec des familles. C'est-à-dire que personne ne le cherchait. J'espérais réellement que le résultat soit négatif. Je ne voulais pas qu'il soit positif parce que j'avais très peur. Très peur de ce qui pourrait se passer avec la femme qui m'a élevé. De ce qui pourrait se passer dans ma vie, qui j'allais rencontrer, quelle vérité j'allais découvrir. Les familles ignoraient que la jeune femme séquestrée était enceinte. Par chance, une information venue d'Europe confirmait qu'elle était enceinte. Donc nous faisons une enquête approfondie du cas et nous demandons à toute la famille Molfino Amarilla de faire les analyses. Le jour même des résultats, la filiation du garçon s'est confirmée parce qu'il était déjà dans la banque de données. Estella Carlotto m'a appelé. Elle me connaissait depuis de nombreuses années et elle m'a dit « Gustavito, je veux te dire qu'un neveu à toi vient d'apparaître. C'est le fils de Marcela et Guillermo. » Évidemment, tout le monde a super bien réagi. Et bon, j'ai raccroché, et quand j'ai réalisé ce qui se passait, je me suis mis à pleurer comme une madeleine. Estella m'a dit de faire venir mes frères le lundi suivant. Et d'un seul coup, on s'est mis à délirer. À quoi Martin pourrait-il ressembler en passant cette porte? Il faut penser qu'il sera peut-être avec un style heavy metal, ou bien avec une fleur à la boutonnière. Nous avions tout imaginé. Mais en fait, celui qui est entré, c'était Martin.
Je traînais beaucoup. Je voyais les drapeaux et j'assistais à des rassemblements des grands-mères. Et à partir de 20 ans, c'était clair dans ma tête. Je n'appartenais pas à cette famille. Et que les grands-mères existaient, qu'elles cherchaient leur petit-fils. Je pouvais faire partie de tout ça. Dans mon acte de naissance figurait « né à l'hôpital militaire du camp de Mai ». Jusqu'à ce jour, où je l'ai trouvé un peu affaibli par la prise de médicaments, et je lui ai dit « dis-moi la vérité ». J'ai tapé sur la table et je lui ai demandé si j'étais son fils. Et elle ne s'y attendait pas. Elle s'est reculée. Je me suis avancé, j'ai tapé plus fort sur la table et je lui ai redemandé « je suis ton fils ?» Elle a fait « non » de la tête. Don Abel, ouvrez la porte. J'ouvre la porte. Je vois Estella, Coco et Claudia Carlotto. Et je leur dis, qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors, comme j'ai un sale caractère, je demande si quelqu'un est mort. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, Estella, avec toute sa diplomatie, me dit « Abel, tranquille, on a retrouvé ton fils. » C'était le plus beau moment de ma vie. J'avais gagné. Celui qui ne comprenait pas très bien, qui tremblait, c'était Abel. Quel plaisir d'être avec son fils. Et quelque part dans le public se trouve ma fille, la demi-sœur de Francisco. Je suis très ému. Ce que je voulais dire, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai passé la meilleure fête des pères, en les ayant tous les deux avec moi. Les grands-mères de la place de Mai ont traversé la longue nuit de la dictature en défiant un système totalitaire jusqu'à le voir tomber. La science génétique qu'elles ont tant bousculée leur a ouvert la voie pour trouver 107 des 500 enfants disparus à ce jour. Elles ont réussi à ce que la justice ait le dernier mot dans ce combat contre l'impunité, l'oubli et le silence. Bien, bonjour. Nous allons procéder à la lecture du verdict. Je demande le silence, s'il vous plaît. Ce tribunal a résolu de ne pas prendre en compte les demandes de prescription pénale faites par la défense pour traiter les faits jugés de délits de lèse-humanité par la mise en pratique systématique et généralisée de soustraction, de rétention et d'occultation de mineurs, en rendant incertaines, en changeant et en supprimant leur identité, à l'occasion de la séquestration, captivité, disparition ou mort de leur mère, dans le cadre d'un plan général d'anéantissement qui s'est déployé sur une partie de la population civile, avec pour argument de combattre la subversion en mettant en place un terrorisme d'État durant les années allant de 1976 à 1983 de la dernière dictature militaire. Nous condamnons Jorge Rafael Videla à la peine de 50 ans de prison. Silencio, silencio. Por favor, les pido silencio. Nous condamnons Reynaldo Benito Bignone à la peine de 15 ans de prison. Nous condamnons Antonio Vaniec à la peine de 40 ans de prison. Nous condamnons Jorge Eduardo Acosta à la peine de 30 ans de prison. Nous condamnons Santiago Omar Rivero à la peine de 20 ans. Nous condamnons... Nous sommes moins nombreuses maintenant, parce que la vie est implacable.
Certaines sont déjà parties, d'autres sont diminuées à cause de leur santé. Et nous qui restons, nous avons toujours de la force, mais aussi la conscience que nous devons assurer la relève. Parce que s'il manque 400 petits-enfants, il en manque beaucoup trop. S'il nous manque de savoir ce qui est arrivé à leurs parents, il en manque beaucoup trop. Tous les jours, nous nous levons avec beaucoup de force et avec l'espoir que ce jour, on va voir arriver notre petit-fils. Moi, toujours, quand on frappe à la porte, même si vous ne le croyez pas, je pense que c'est mon petit-fils. Mon petit-fils. Il n'y a pas un matin où je me lève sans penser qu'elle va arriver. Je vous le jure. C'est quelque chose de... Des fois, quand je suis seule, je me mets à lui parler. Où es-tu? Comment te sens-tu? On a retrouvé ton fils. Des choses comme ça qui me soulagent. Mais c'est triste, triste, c'est dur. Je sais pas. Está listo el mate para charlar, ya llegaron los bizcochos. Voilà, après ce bouleversant et implacable documentaire sur l'horreur inconcevable des agissements de la dictature argentine, la douleur des familles des 30 000 disparus et le combat de ces infatigables grands-mères qui forcent l'admiration depuis 40 ans, je vous propose de continuer à rendre hommage à toutes ces victimes de crimes de lèse-humanité. Avec nos invités, Elena Alfaro, bonsoir. Bonsoir. À la veille de vos 25 ans, votre vie a basculé, vous avez été arrêtée, séquestrée, enceinte durant 7 mois dans le cadre des détentions d'El Vesubio. Vous avez partagé avec nous ce soir votre témoignage et votre engagement. À vos côtés, William Bourdon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, spécialiste des droits de l'homme